Imaginez une forêt dense, saturée d'humidité, où l'air est si épais qu'on a l'impression de pouvoir le couper au couteau. Nous sommes il y a 350 millions d'années. Soudain, le sol tremble légèrement. Quelque chose d'énorme approche. Un mille-pattes, long comme une petite voiture. 2,50 m de corps segmenté, blindé, rampant lentement entre les fougères géantes. Il fait la taille d'un crocodile du Nil, mais ce n'est pas un reptile. C'est un arthropode, un invertébré. Et il pèse jusqu'à 100 kg. Autour de lui, des libellules dont les ailes mesurent 75 cm d'envergure chassent dans un ciel saturé d'oxygène. Dans les rivières, des créatures de presque 3 mètres de long, mi-scorpions mi-crevettes, déchiquettent leur proie avec des pinces terrifiantes. C'était la réalité de la période carbonifère. Une époque où les insectes et les arthropodes dominaient la planète comme jamais avant, ni après. Accrochez-vous. Vous allez découvrir les monstres les plus impressionnants et les plus effrayants que la Terre ait jamais portés. Il y a 350 millions d'années, dans la chaleur étouffante et humide de la forêt tropicale de la période carbonifère, se tenait devant nous l'une des créatures les plus terrifiantes qui ait jamais existé sur notre planète. Un mille-pattes géant de plus de 2,50 m de long. Une créature qui semble tout droit sortie des pages d'un roman de science-fiction, et pourtant elle a réellement existé. Heureusement pour nous tous, elle s'est éteinte bien avant que les premiers humains n'apparaissent sur Terre. À quoi ressemblait la Terre il y a environ 300 millions d'années? Il y a quelques centaines de millions d'années, notre planète était méconnaissable. Si nous l'avions observée depuis l'espace, nous n'aurions pas vu les contours familiers des continents et des océans que nous connaissons aujourd'hui. À cette époque, toute la masse continentale formait un seul et gigantesque supercontinent appelé Pangée. Aujourd'hui, ces fragments sont devenus les continents que nous connaissons bien. Certains de ces blocs se sont réunis pour former de grandes masses continentales, tandis que d'autres ont bougé, se sont séparés, ont créé des montagnes et des failles lorsque la tectonique des plaques a repris son activité intense. Les côtes de cet immense continent étaient bordées par de véritables océans colossaux. Le plus vaste de ces océans était la Pantalassa, qui couvrait plus de 50% de la surface totale de la planète. Sur la côte orientale de la Pangée venaient se jeter deux autres grands bassins, la Paléothétie et la Thétie. Comme la croûte océanique se renouvelle beaucoup plus rapidement que la croûte continentale par le jeu de la subduction, la plupart des roches qui formaient le plancher de ces immenses océans ont depuis longtemps disparu, replongées dans le manteau terrestre. On estime que seules quelques petites portions du fond de l'océan Pacifique actuel sont encore les vestiges très anciens de la Pantalassa. La Pangée s'étendait à cette époque des latitudes les plus septentrionales jusqu'aux latitudes les plus australes, traversant donc une très large gamme de ceintures climatiques. Pourtant, le climat global de la planète durant cette période était plutôt sec et relativement frais, et le niveau moyen des mers était nettement plus bas qu'aujourd'hui. En raison de la taille démesurée du supercontinent et de ce climat global plutôt sec, une grande partie de la Pangée connaissait un climat très continental. Faible humidité, forte amplitude thermique saisonnière. Des hivers froids avec peu de neige alternaient avec des étés très chauds et très secs. De vastes régions de l'intérieur du continent étaient donc de véritables déserts rocheux, pratiquement dépourvus de vie. Seules les bandes équatoriales et les zones côtières bénéficiaient d'une humidité abondante et constante. C'est là que s'étendaient de vastes forêts équatoriales chaudes et suffocantes, composées essentiellement de fougères arborescentes, de prêles géantes et de lycopodes ou mousses arborescentes pouvant atteindre des hauteurs impressionnantes. La plupart de ces plantes sont aujourd'hui éteintes, il ne reste que quelques rares espèces reliques. C'est précisément durant cette période que se sont accumulées les énormes couches de charbon qui ont donné son nom à l'époque, le Carbonifère. Curieusement, bien que ces immenses gisements de charbon représentent aujourd'hui une ressource stratégique majeure pour l'humanité, leur formation est en réalité le résultat d'un grave déséquilibre dans le cycle global du carbone sur la planète. Les fougères arborescentes et les lycopodes du Carbonifère n'avaient pas encore développé de système racinaire très efficace, et surtout, les bactéries et les champignons capables de dégrader la lignine, le principal composant du bois, n'avaient pas encore évolué pour remplir cette fonction. En conséquence, quand ces arbres étaient renversés par le vent ou mouraient de vieillesse, ils s'accumulaient en énormes tas de débris végétaux qui ne pourrissaient presque pas. Ces accumulations étaient ensuite ensevelies sous l'eau ou sous les sédiments, dans des conditions anaérobies, sans oxygène et sans l'aide efficace des micro-organismes décomposeurs. C'est ainsi que se sont formés lentement les dépôts massifs de charbon que nous exploitons encore de nos jours.
Ce stockage exceptionnel de carbone dans les sols et les sédiments a provoqué un changement majeur dans la composition de l'atmosphère. Le dioxyde de carbone a fortement diminué tandis que la concentration d'oxygène, libérée par la photosynthèse et non consommée lors de la décomposition, a augmenté de manière spectaculaire. Même si les plantes modernes très efficaces et les cyanobactéries n'existaient pas encore, cette hausse n'a pas été régulière et linéaire. Elle a connu des fluctuations importantes, parfois contradictoires. Les modèles actuels montrent que l'oxygène est progressivement monté jusqu'à environ 30-35% de l'atmosphère sur plusieurs millions d'années, avant de redescendre ensuite. Pendant une longue période, la teneur en oxygène est donc restée nettement supérieure aux 21% que nous connaissons aujourd'hui. C'est cet air extrêmement riche en oxygène qui a été l'un des principaux facteurs ayant permis l'apparition d'insectes et d'arthropodes véritablement gigantesques. Un autre facteur essentiel était l'absence quasi totale de compétition de la part de vertébrés terrestres. Ceux-ci ne faisaient que commencer à coloniser les continents. C'est dans ce contexte que vivait le plus grand insecte connu de toute l'histoire, Meganeura. Meganeura était un genre éteint de grands insectes appartenant à l'ordre des Protodonata, proche des libellules actuelles. Elle a vécu il y a environ 300 millions d'années. Son envergure atteignait jusqu'à 75 cm, ce qui en fait le plus grand insecte connu à ce jour. Son poids était très faible et entre 100 et 150 grammes, ce qui indique un corps fragile et un exosquelette particulièrement léger. Les études paléontologiques montrent que Meganeura était adapté aux espaces ouverts et se comportait probablement de façon assez similaire aux libellules modernes. Elle possédait de très grands yeux composés, signe d'une excellente vision, ainsi que des épines acérées sur les tibias et aux extrémités des pattes, qui formaient un véritable piège volant pour capturer ses proies. Les modélisations physiologiques indiquent que son corps risquait fortement de surchauffer en raison de sa grande surface alaire et de l'air très riche en oxygène. Elle privilégiait donc sans doute des vols très rapides mais de courte durée, reposant sur une vitesse de réaction fulgurante et des mouvements brusques. Une hypothèse intéressante suggère que son système respiratoire était plus avancé que celui de la plupart des arthropodes actuels, avec une forme d'injection forcée d'air dans les trachées, un mécanisme que l'on retrouve encore chez certains papillons de nuit et gros coléoptères modernes. Tous ces éléments convergent vers la même conclusion. Meganeura vivait dans des milieux ouverts, près des rives de ruisseaux, de rivières et de lacs. Carnivore, elle se nourrissait principalement d'autres insectes et probablement de petits vertébrés, utilisant ses pattes hérissées pour saisir et immobiliser ses proies en plein vol. Pendant que les ailes de ces libellules géantes fendaient l'air du Carbonifère, la terre ferme était dominée par des créatures d'une toute autre échelle. Arthropleura, le mille-pattes géant. L'étude de nombreux fossiles et surtout des traces de pas laissées dans les sédiments humides montrent qu'Arthropleura pouvait atteindre environ 2,50 mètres de long pour 50 cm de largeur. Les reconstructions biomécaniques estiment sa masse entre 50 et 100 kg. Apparu dès le début du Carbonifère, Arthropleura a prospéré tout au long de la période et est devenu l'un des animaux emblématiques de cette époque. Les sites de découverte suggèrent qu'il préférait les milieux humides proches des côtes équatoriales et des eaux peu profondes. Plusieurs indices laissent penser qu'il était au moins partiellement amphibie à certaines phases de son existence. Comme tous les arthropodes à exosquelette, il muait régulièrement. Pendant ces périodes de mue, son exosquelette devenait mou et il était extrêmement vulnérable. Certains paléontologues pensent qu'il pouvait alors mener une vie presque entièrement aquatique. D'autres estiment qu'il se réfugiait dans des cavités creusées dans les troncs des lycopodes arborescents ou dans des terriers humides. Son corps était très allongé, aplati, composé de nombreux segments portant chacun une paire d'appendices. La disposition très rapprochée de ses pattes indique clairement qu'il s'agissait d'un animal relativement lent. Compte tenu de la petitesse de ses mandibules et de l'absence totale de glandes à venin, il est aujourd'hui admis qu'Arthropleura n'était pas un prédateur. Malgré son apparence monstrueuse, il était très probablement détritivore et se nourrissait de végétaux en décomposition, de feuilles mortes, de champignons et peut-être de charognes. On considère aujourd'hui que les conditions très favorables, haute humidité, absence de grands prédateurs vertébrés, atmosphère riche en oxygène, et surtout l'absence de compétition ont permis à Arthropleura et aux autres arthropodes géants d'atteindre ces tailles exceptionnelles. Lorsque le climat est devenu plus sec au début du Permien et que de vastes zones équatoriales se sont transformées en désert, ces géants se sont éteints. Malgré le développement rapide de la biosphère terrestre, la majorité de la vie restait concentrée dans les milieux aquatiques.
Les côtes très découpées et sinueuses du supercontinent offraient de vastes plateaux continentaux riches en nutriments et en lumière. C'est là que prospéraient notamment les euryptérides. Contrairement à une idée répandue, les euryptérides ne sont ni les ancêtres des crustacés modernes ni ceux des scorpions. Ils représentent une branche évolutive totalement distincte qui a atteint son apogée au Carbonifère. Le plus impressionnant d'entre eux était Jaeklopterus, un véritable monstre aquatique pouvant atteindre 2,80 mètres de long, ce qui le place parmi les plus grands arthropodes de toute l'histoire de la planète. Le corps des euryptérides se divisait en 3 parties principales: le prosome, tête avec les yeux, le mésosome, tronc avec les appendices locomoteurs en forme de palette, et le métasome, abdomen terminé par un telson. Leur morphologie montre une excellente adaptation à la vie aquatique, avec la possibilité de très courts passages sur la terre ferme. Leur carapace était étonnamment fine et légère par rapport à celle de nombreux autres arthropodes. Seules les pinces antérieures étaient fortement minéralisées, dotées de puissantes griffes et d'épines pour capturer et déchiqueter les proies. Jaeklopterus était un prédateur actif et agile qui chassait poissons et autres arthropodes dans les eaux peu profondes des plateaux continentaux. Un autre euryptéride massif, Hybertopterus, atteignait environ 1,80 à 2 mètres de long pour une largeur encore plus importante, jusqu'à 65 cm. Il menait probablement une vie benthique, raclant le fond à la recherche de petits animaux ou de matière organique. Ces traces fossiles montrent un déplacement lourd et traînant sur Terre. 2 hypothèses existent pour expliquer sa capacité à survivre temporairement hors de l'eau. Soit ses branchies restaient fonctionnelles tant qu'elles étaient humides, soit il possédait un système respiratoire mixte, ce qui en ferait un véritable animal amphibie. Malheureusement, la plupart des fossiles retrouvés sont des exuvies, carapaces abandonnées après la mue, et la question reste ouverte. La plus grande partie de la diversité animale et végétale de cette époque était concentrée le long de la ceinture équatoriale, là où l'humidité et la chaleur permettaient le développement de vastes forêts sans équivalent aujourd'hui. Rappelons qu'il n'existait encore ni plantes à fleurs, ni fruits, ni insectes pollinisateurs. On trouvait partout des lépidodendrons, sortes de lycopodes arborescents pouvant atteindre 1 mètre de diamètre et 10 à 40 mètres de haut. Leur écorce très épaisse et leur bois relativement peu dense donnaient une texture écailleuse caractéristique. Les feuilles tombaient en laissant des cicatrices en spirale rappelant la peau d'un reptile. Les sigillaria, elles, poussaient surtout dans les zones marécageuses. Leur tronc droit pouvait atteindre 20-25 mètres de haut. Leur écorce très résistante est à l'origine d'une grande partie du charbon que nous exploitons encore. En s'éloignant des continents vers le large, on découvrait un océan immense, avec des dorsales, des fosses abyssales et des courants tourbillonnants. C'est là que vivaient encore les trilobites, ces arthropodes marins qui existaient depuis plus de 250 millions d'années. Même si leur diversité avait déjà fortement diminué, certains atteignaient encore des tailles impressionnantes. Le plus grand spécimen complet connu, Isotlus rex, mesure 72 cm de long. Des fragments suggèrent que certains pouvaient approcher les 90 cm. Les trilobites possédaient un corps aplati, segmenté, protégé par un exosquelette chitineux robuste. Leur vision était particulièrement remarquable. Leurs yeux composés étaient constitués de lentilles minérales en calcite, une particularité très rare dans le règne animal. À la même époque vivaient aussi les Anomalocarididae, dont le plus connu est Anomalocari. Avec ses 30 à 38 cm de long, appendices compris, ses nageoires latérales, ses grands yeux composés, jusqu'à 16 000 lentilles, et ses appendices préhensils puissants, il était l'un des premiers superprédateurs de l'histoire. Malgré leur taille et leur adaptation, la plupart de ces formes géantes ont disparu lors des bouleversements climatiques de la fin du Carbonifère et surtout lors de la grande extinction de la fin du Permien, qui a éliminé environ 96% des espèces marines et 80% des espèces terrestres, dont la quasi-totalité des insectes géants. L'âge des titans arthropodes s'est achevé sur une note apocalyptique. Mais la vie a continué. De nouvelles formes ont émergé. Et bien plus tard apparaîtraient les dinosaures, puis les mammifères. Et voilà, nous revenons du Carbonifère. Une époque où des libellules de la taille d'un aigle régnaient dans les airs, où des 1000 pattes pesant comme un humain rampaient sur la terre ferme, et où des créatures marines de près de 3 mètres hantaient les côtes. J'espère que ce voyage dans le temps vous a autant captivé et impressionné que moi. Dites-moi en commentaire, quel est le monstre du Carbonifère qui vous a le plus marqué? Arthropleura le 1000 pattes géant? Meganeura la libellule de Mesuré? Jaeklopterus le super prédateur aquatique?
Ou peut-être un autre. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu aide énormément à faire découvrir ce type de contenu. Et si vous voulez voir d'autres époques incroyables, Permien, Tria, ère des dinosaures, mégafaune du Pléistocène, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Merci énormément d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage dans le passé lointain de notre planète. À très bientôt.